l'intelligence de la vie. Nous allons essayer de ressentir, au-delà des apparences, de la réalité tangible, l'intelligence profonde de la vie en nous et dans la nature qui nous environne. Pour cela, nous allons commencer par remonter aux origines, aux sources mêmes de la vie. La science nous a permis de retracer l'histoire de notre planète de manière suffisamment précise pour que nous sachions comment la vie est apparue sur la Terre. C'est un phénomène banal, purement mécanique, qui surgit lorsque les conditions favorables sont réunies. Il est même possible à l'homme de science moderne de reproduire ce phénomène de l'apparition de la vie en laboratoire. Il suffit de mettre en présence certains éléments inanimés dans une atmosphère gazeuse particulière, en respectant les proportions qui existaient alors sur la Terre, et de faire jaillir un arc de cercle qui ressemble à la foudre, et la vie apparaît. Un jeu d'enfant. À un moment donné, les conditions propices étant réunies, la vie est née. En semant la Terre à peu près simultanément en des millions d'endroits avec sa générosité habituelle. Jusqu'ici, notre esprit n'est pas étonné. La naissance de la vie est dans l'ordre des choses. Le phénomène n'a rien d'extraordinaire. Il ne s'agit que d'un phénomène psychochimique qui peut être artificiellement reproduit par n'importe quel laboratoire bien équipé. Mais essayons maintenant d'examiner ce qui va se passer pour tous les petits êtres unicellulaires qui viennent arriver au monde. Apparemment totalement démunis, que va-t-il advenir de ces êtres d'une extrême fragilité devant les conditions effroyables auxquelles ils sont confrontés? Différence de température considérable entre l'été et l'hiver, variations lumineuses entre le jour et la nuit, substances hostiles qui viendront ronger leurs membranes, etc. Car par définition, puisqu'ils sont vivants, ces êtres très simples dotés de mouvements. Tout d'abord d'un mouvement interne constitué par les changements au sein de leur propre structure, phénomène d'assimilation de substances qui leur est nécessaire pour survivre et de transformation de ces éléments pour la production de leur propre énergie vitale. Ensuite, de mouvements externes qui se traduisent par les premiers déplacements utilisés par la recherche de nouveaux éléments nutritifs. L'unicellulaire procédera par déformation de sa silhouette, par élongation, par reptation. Il cherchera activement sa nourriture pour la transformer en énergie. Cette énergie sera nécessaire aussi pour sa reproduction, autre aspect inhérent au vivant. C'est le deuxième degré de sa volonté de survivre. Bizarrement, l'individu, qui représente un être aussi simple qu'un unicellulaire, sait que pour survivre, pour ne pas disparaître, il doit se reproduire, se multiplier. Donc il sait déjà qu'il n'est pas immortel en tant qu'individu. Et pourtant, ces êtres unicellulaires, ces êtres minuscules composés d'une seule cellule organique, alors que le corps de l'homme en comporte un très grand nombre de milliards, ces êtres unicellulaires extraordinairement simples ne disposent d'aucun système nerveux. Ils n'ont pas de cerveau, ils ne peuvent pas penser, ils ne peuvent pas réfléchir. Comment font-ils pour savoir, pour choisir ce qui est bon ou mauvais pour eux, ce qui va dans le sens de la vie ou vers leur destruction? Comment font-ils pour survivre? Plus tard, au cours de l'évolution de la vie sur la Terre,
Ces unicellulaires vont s'organiser en colonies cellulaires. Les tissus organiques apparaissent puis se différencient pour des fonctions très diverses. Ces tissus différenciés deviennent des organes et ces organes organisent à leur tour, selon un certain schéma d'organisation qui se forme, un organisme global. Un corps, un système nerveux apparaît afin de coordonner les fonctionnements globaux de cet organisme. Des animaux tels que nous les connaissons maintenant se créent progressivement. Au cours des millions d'années qui ont précédé l'apparition de l'homme, ces animaux évoluent de génération en génération. Par milliers d'espèces et de races, ils s'adaptent à leur milieu pour y vivre plus à l'aise. La vie engendre des nageoires chez les poissons, des ailes chez les oiseaux. Au cours de ces millions d'années, la Terre se peuple progressivement d'une infinité de formes de vie. Enfin apparaît l'homme avec sa capacité de réflexion. La vie franchit une nouvelle étape avec cette faculté que nous appelons la conscience. La conscience d'être. L'homme est une créature capable de poser des questions sur lui-même et sur la vie. Et cette faculté de conscience dont nous disposons nous permet, lorsque nous nous promenons, de voir la vie derrière, à travers ces manifestations matérielles. Nous savons qu'un brin d'herbe n'est pas seulement un assemblage d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Cet assemblage particulier de la manière dans un brin d'herbe n'a pas surgi spontanément. Il a fallu des milliards d'années à la vie pour que ce brin d'herbe devienne ce qu'il est aujourd'hui. Ce brin d'herbe est l'aboutissement d'un processus évolutif complexe. Et la question se pose, comment la matière organique vivante du début de la vie sur la Terre, comment cette matière organique d'une extrême simplicité a-t-elle su ce qu'il fallait faire pour aboutir un jour à un brin d'herbe? Comment regarder un brin d'herbe sans voir en lui une forme d'intelligence? Une intelligence qui a guidé progressivement la matière organique du départ vers cette forme parfaitement organisée, parfaitement adaptée à son milieu, qu'est un brin d'herbe. Et l'oiseau dans le ciel qui joue avec le vent, lorsque nous l'observons, n'éprouvons-nous pas un sentiment de joie profonde, une joie intense que nous pouvons partager avec lui? Cette joie n'est-elle pas celle de la réussite, de l'intelligence de la vie, qui a engendré cet oiseau, progressivement, patiemment, depuis sa très fragilité apparition sur notre planète, il y a environ 5 milliards d'années. Et toute la nature autour de nous, tous les arbres, toutes les plantes, tous les animaux, et nous-mêmes, les hommes, n'avons-nous pas été portés, conduits par cette intelligence secrète de la vie? Si nous avons la chance exceptionnelle de percevoir, de sentir cette intelligence dans la nature qui nous environne, à laquelle nous appartenons, alors notre esprit peut s'éveiller, s'éclairer, s'illuminer. Car c'est bien d'une lumière dont il s'agit, une lumière de conscience, une conscience élargie qui peut pénétrer le secret de la vie. Votre esprit peut aller à la rencontre de cet éblouissement qui nous unit à la nature, à la vie. Notre esprit possède bien cette faculté extraordinaire qui nous permet de rencontrer la vie en percevant son harmonie, sa beauté, sa force et son intelligence. Récapitulation. Pour découvrir l'intelligence de la vie, nous devons d'abord comprendre comment elle est apparue sur la Terre.
Constatons alors que l'apparition de la vie est un phénomène tout à fait banal, tout à fait mécanique. Dans des conditions propices, la vie apparaît d'elle-même. C'est un simple processus psychochimique. Lorsqu'on imagine les conditions extrêmement difficiles que les tout premiers êtres vivants unicellulaires ont dû affronter pour survivre, une première interrogation surgit en nous. Comment pouvaient-ils savoir ce qu'il fallait faire et ne pas faire pour survivre? Une seconde question nous vient à l'esprit. Comment savaient-ils que pour survivre, ils devaient impérativement se reproduire? Comment se savaient-ils mortels en tant qu'individus? De quels moyens disposaient-ils pour savoir, alors qu'ils n'avaient ni cerveau, ni système nerveux, donc dans l'incapacité de réfléchir? Pendant des milliards d'années, cette vie primitive a évolué, s'est organisée pour l'aboutissement à une extraordinaire variété de planètes et d'animaux. Puis l'homme est apparu, et avec lui la conscience d'être vivant, d'être la vie. Comment ne pas voir dans un être vivant, très simple, apparemment, tel un brin d'herbe, l'intelligence secrète de la vie qui l'a conduit à ce qu'il est aujourd'hui?